FDJ, les grandes gueules. Les grandes gueules, c'est sur RMC, c'est sur RMC Story, c'est tous les jours à la radio et à la télé avec aujourd'hui Jacques Maillot, le fondateur du Voyagiste Nouvelles Frontières. Nous sommes avec Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, et Fatima Idbounoua, professeur de français. GG et vous, tout à l'heure, vous reprenez la parole avec les grandes gueules à midi moins le quart. Je sais que parmi les deux sujets de débat qui en ont fait réagir certains et qui veulent reparler avec les grandes gueules, il s'agira notamment de la chasse. Peut-être que ce sera pour la midi Didier Giraud, je dis bien peut-être. Très étonnant. Nous verrons cela. Allez, on y va pour le grand oral. Toi. RMC, le grand oral des grandes gueules. Avec Frédéric Lenoir, philosophe à l'occasion de la sortie du film documentaire Le cercle des petits philosophes, c'est signé Cécile Dangean, ça sort en salle après-demain mercredi. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors l'idée c'est de passer une année avec des élèves d'école élémentaire et de philosopher avec ces élèves dans deux établissements. Mais alors finalement j'ai appris que ça n'avait pas été si simple que cela à monter en fait. Alors que quand on regarde le documentaire, ça paraît évident que les enfants peuvent philosopher et qu'ils ont des choses à dire en la matière. Mais en fait j'ai lu que les autorités éducatives n'y croyaient pas trop. Les autorités éducatives sont pas habituées à ça. Parce qu'effectivement, vous savez, l'école, ça fonctionne sur l'accumulation des savoirs. Donc, les enfants sont là pour apprendre et puis après pour répéter, être notés. Là, c'est tout à fait différent. On fait un lieu dans lequel les enfants vont penser par eux-mêmes. Donc, on les aide, on leur apprend à penser par eux-mêmes. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'ils font d'habitude. Donc, ils sont déjà un peu déstabilisés, les enfants, parce qu'ils vous disent, quand on pose une question, c'est quoi le bonheur, par exemple? Eh ben, ils disent, vous en pensez quoi? Je dis, moi, j'en pense rien. Et c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Et après, une fois qu'ils ont compris ça, ils adorent. Mais effectivement, pour l'éducation, c'est toujours un peu troublant parce que on n'est plus devant le même système dans lequel il y a le maître qui sait, qui enseigne aux enfants. Là, c'est les enfants qui savent. Et d'ailleurs, ils disent des choses extraordinaires. Ils ont des pensées très profondes. Ils nous apprennent des choses. Et du coup, ça déstabilise un peu tout le monde, on pourrait dire. Oui, parce que en fait, le risque, ça serait tomber dans la leçon de morale du prof avec ses élèves et qui leur explique un peu la vie. Ce qu'il faut penser. Voilà, ce qu'il faut penser. Et c'est pas du tout ça, en fait. Pas du tout. Les ateliers philo, c'est pas un cours de philo. D'ailleurs, les enfants seraient pas capables, à 7 ans, on va pas leur apprendre la critique de la raison pure de Kant, ils comprendraient rien. Par contre, on leur apprend à philosopher. C'est-à-dire, on leur dit, essayez de réfléchir, de questionner, de penser, de débattre, de vous écouter, d'argumenter. Et ils y arrivent très très bien. Vous savez, c'est ce qui m'a inspiré, moi, c'est Montaigne. Montaigne a cette phrase formidable. Il nous dit, au fond, l'éducation, c'est faire des têtes bien pleines. Il faut apprendre le maximum de choses. Il dit, pour vivre, ce serait plus utile d'avoir des têtes bien faites. C'est-à-dire d'apprendre à réfléchir, d'apprendre à juger, d'apprendre à discerner. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, les enfants, ils sont soumis à toutes sortes d'informations qui arrivent de tous les côtés. Oui. Voilà, toutes sortes de sollicitations, les théories du complot, les rumeurs, les fake news. Il faut qu'ils apprennent à réfléchir. Il faut qu'ils apprennent à avoir un jugement personnel et pas simplement prendre comme argent comptant tout ce qu'ils entendent partout autour d'eux. Vous êtes gonflé parce que dans le documentaire, on découvre qu'à l'âge de 9 ans, vous leur parlez de la mort quand même. Faut le faire. C'est eux qui en parlent. Et oui, on y va. Extrait. Moi, oui, j'ai peur de la mort parce que c'est vrai que je crois en Dieu, mais j'ai pas de preuves. Rose. Peut-être que penser qu'il y a un paradis après, ça fait du bien parce que peut-être on a des regrets dans notre vie et que en ayant une deuxième vie, on peut, je sais pas comment dire. Tu veux dire qu'on peut, on peut réparer ce qu'on n'a pas bien fait dans cette vie? Oui. Gianni. Moi, je pense qu'on peut se réincarner parce que les chats, ils font comme nous, ou à peu près tous les animaux, ils font comme nous, ils boivent, ils mangent, ils prennent leur douche et ils font tout comme nous. Et je pense qu'ils ont déjà eu leur deuxième vie. C'est-à-dire, tu penses que les animaux, comme les êtres humains, se réincarnent? Oui. Maya, tu as rien dit. T'as peur de la mort ou pas, toi? Moi, je sais pas si on peut appeler ça la peur de la mort, mais à chaque fois, enfin, tout le temps, je me dis, est-ce que je peux mourir maintenant ou pas? Et du coup, je réfléchis et ce que je trouve le plus horrible dans la mort, c'est de plus penser. Parce que moi, j'aime bien penser. C'est eux qui ont choisi ce sujet. Moi, je leur dis de quoi vous voulez parler. Parce qu'ils ont compris que la philosophie, c'est les grandes questions de la vie. Et du coup, presque dans toutes les classes, les enfants vous disent on veut parler de la mort. Ah oui. C'est quelque chose de très important pour eux. Ils se posent des questions, ils se disent mais pourquoi on existe si on doit mourir? Et est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? C'est des grandes questions. Alors, on n'a pas de réponse. Mais en même temps, le fait d'en parler, ça leur fait du bien. C'est quelque chose qui est tabou dans notre société. Mais pour les enfants, ça l'est pas. Ils ont besoin de le dire. Les adultes sont embarrassés avec cette question. Les enfants, ils ont un grand-parent qui vient de décéder très souvent, un animal qui est décédé. Et du coup, ça les confronte à cette question qui est fondamentale, qu'il vaut mieux parler que de refouler.
Didier, Jacques, Fatima. Moi qui n'ai jamais fait de l'étude de la philosophie comme matière scolaire, je suis ressorti comme vous l'avez décrit, un peu déstabilisé un peu. Enfin, j'ai regardé le documentaire en longueur ce matin dans le train on sort pas indemne de ce truc-là parce que des gamins de 7 ans viennent nous rappeler des questions qu'on n'aime pas trop se poser, quoi. La vie après la mort, la religion, toutes ces choses-là. Et j'aimerais savoir, c'était quoi la périodicité, enfin l'aspect technique, comment vous en êtes arrivé à ce résultat-là, et surtout la scène finale là, où vous remerciez les gens, les enfants. D'avoir participé, d'avoir joué le jeu. Est-ce que c'est spontané qu'ils viennent vous embrasser, vous entourer, quoi? Complètement. Ouais. J'étais très surpris. Parce que c'est vraiment un beau moment, ça. Ah, c'est super émouvant. Moi, j'étais surpris. Je leur dis, alors, déjà pour répondre à votre question, en fait, ça a été organisé sur une année scolaire, c'est-à-dire de septembre à juin, dans 2 écoles, une école à Belleville, à Paris, et une école à Pantin. Et puis, c'était tous les 15 jours dans chaque école. Donc c'est quand même très régulier. On a fait ça. Donc un module d'1 heure tous les 15 jours. 1 heure tous les 15 jours, voilà. Ouais, c'est quand même lourd, quoi, comme programme. Ça leur permet de progresser, parce que sinon, si vous faites juste un atelier philo, les enfants, le temps qu'ils comprennent ce que c'est. Et puis à la fin, évidemment, j'ai dit au revoir aux enfants. Je les ai remerciés pour avoir joué le jeu et tout, et ils sont montés vers moi, ils m'ont tous embrassé. Il y a eu un élan du cœur, parce que en fait, ça les met dans la joie, les enfants. Vous savez, le fait de pouvoir, c'est le seul endroit où on leur dit, mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Et du coup, ils sont heureux parce qu'ils développent une créativité, ils développent une pensée qu'on leur demande jamais. Et donc, en fait, il y a des enfants qui, à l'école, sont pas très bons. C'est pas des bons répétiteurs, c'est pas des élèves qui sont brillants, mais ils ont des très bonnes idées sur la vie. Et ces enfants-là, ils se révèlent dans les ateliers philo. Et les maîtresses nous disent, mais cet enfant, je croyais qu'il était pas très, à la limite, pas très intelligent. Ça questionne, parce que ce qu'on comprend, c'est que ça questionne quand même les méthodes d'enseignement et l'éducation nationale aussi, ce que vous faites. Bien sur sûr. la manière dont on peut arriver à faire sortir la richesse ou la pensée d'un élève, plutôt que de lui inculquer. Mais je pense que même à la fin de l'année, la classe dans la cour de l'école avec les autres classes, c'est pas la même classe, quoi. C'est pas la même l'année classe. scolaire. Ça change complètement l'ambiance de la classe. Déjà, les élèves s'écoutent beaucoup mieux. Au départ, ils se parlent les uns sur les autres, ils se disent t'es bête, etc. Puis je leur dis non, on dit pas t'es bête, on dit je suis pas d'accord avec toi et explique pourquoi. Et du coup, à la fin, il y a un respect entre les élèves. Ils discutent beaucoup plus profondément entre eux et ça change complètement l'ambiance de la classe. Alors c'est vrai que ça a un impact très fort. Alors l'éducation nationale, en fait, nous aide quand même parce qu'on a reçu l'agrément. Enfin, moi, j'ai créé une fondation qui s'appelle SEV. En 2016. Voilà, ça veut dire savoir-être et vivre ensemble. Alors c'est à titre complètement bénévole, c'est une association à but non lucratif. C'est pour former des enseignants à faire des ateliers philo. Et on a reçu l'agrément de Jean-Michel Blanquer, donc on peut le faire. Simplement, il y a des résistances aussi chez certains qui trouvent que faire philosopher des enfants, c'est pas bien parce qu'on leur donne un esprit critique. Et il y a des gens qui n'aiment pas que les enfants aient des esprits critiques. Fatima Ilounoua, prof de français. Ouais, bon, j'étais un peu perturbée par votre présentation lorsque vous dites on n'est pas habitué à ça parce que l'école c'est accumuler des savoirs, être noté et répété. L'école n'est plus ça depuis longtemps. Ça fait très très longtemps que le savoir n'est plus au centre, que le maître n'est plus au centre et justement tout va dans ce sens-là avec l'enfant au centre, les méthodes où la réponse doit venir de lui. Donc ça fait des années, ça fait plus de 30 ans. Puis si on regarde les classements internationaux, ça marche quoi. Dans cette direction-là. Donc c'est pour ça que je suis étonnée qu'on vienne faire le procès à l'école de la tête bien pleine parce que ce n'est plus le cas. Et ce n'est vraiment pas le cas. Ça, c'est le premier point, j'étais étonnée. D'autant plus étonnée qu'en regardant votre documentaire, moi, comme prof de français, je n'étais pas déstabilisée du tout, puisque ça ressemblait à ma façon de faire, mais vraiment dans plein de choses. Le côté, la maïotique, faire accoucher les esprits, essayer, la répartition, répartir la parole, faire en sorte qu'ils s'écoutent, faire en sorte qu'ils ne se moquent pas les uns des autres, c'est la base et à la limite, c'est du bon sens. Donc moi, lorsque j'ai regardé, pour moi, c'était du bon sens, c'était assez évident. Après, ce qui est beau, c'est les enfants lorsqu'on les écoute, mais lorsqu'on est entouré d'enfants, et qu'on les écoute, on ne découvre pas les enfants. Ils ressemblent aux enfants qui nous entourent. Moi, ils ressemblent à mes élèves. Je les ai trouvés merveilleux, mais comme je peux les trouver merveilleux aussi, ou mes enfants aussi. Mais donc, je suis un peu... ça m'étonne, ce contraste que vous établissez entre les deux, alors que pour moi, il n'y avait pas de contraste. Frédéric Lenoir. Oui, non, mais vous avez en partie raison, mais je ne suis pas d'accord avec tout. C'est-à-dire que vous avez raison de dire qu'il y a aujourd'hui des enseignants qui vont vers une pédagogie de plus en plus ouverte vers, effectivement, accueillir le désir de l'enfant, lui donner envie d'apprendre par des méthodes qui sont
moins classique que ce qu'on avait avant. En même temps, les programmes restent quand même le fait qu'on doit apprendre, ce qui est normal, à lire, à compter, la géographie, l'histoire, etc. Et voilà. Et donc, on est dans une posture où l'enseignant sait et il transmet un savoir à des enfants qui apprennent. Alors que l'atelier philo, c'est pas ça du tout. L'atelier philo, c'est une autre posture dans laquelle l'enseignant ne sait pas. Et donc, il est au milieu des enfants, dans une attitude de neutralité. C'est pas ce qu'il pense et ce qu'il va dire. Exactement. Ouais. Et c'est ça qui déstabilise les élèves, c'est qu'ils sont pas habitués à ça. Ouais. Et donc c'est juste ça que je voulais dire. Hein. C'est quand même une rupture. D'où c'est venu Attendez, Frédéric. C'est ça qui m'intéresse. Il y a plein de moments où l'enseignant ne sait pas. Pas tous. Je peux vous dire qu'ils sont très. Moi, la première fois, ils me disent tous. J'ai fait plein d'ateliers dans au moins une vingtaine de classes différentes. Chaque fois, les enfants me disent mais vous en pensez quoi? Et je leur dis moi je ne pense rien. Et je vois qu'ils sont pas habitués du tout à cette posture. Mais pourquoi être allé à la rencontre des enfants? D'où c'est venu, vous qui n'avez cessé effectivement de faire réfléchir, d'écrire des livres, d'aller rencontrer finalement les adultes? Ça vous manquait d'aller à la rencontre des minots là comme ça ou non, pas? Ça vient que ça fait très longtemps que je disais dans des conférences on devrait commencer la philo à l'école primaire. Parce que les grandes questions de la philosophie, on n'a pas besoin d'avoir 18 ans pour y réfléchir et pour se poser des questions sur la vie, sur le sens de la vie, sur la manière de gérer notre relation aux autres, sur la violence, etc. Et puis un jour, on me dit ça existe, et je ne le savais pas. Et en fait, ça existe depuis 40 ans, les ateliers de philo avec les enfants. C'est né aux États-Unis avec Matthew Lipman. C'est présent dans 70 pays. Il y a une chaire UNESCO de philosophie avec les enfants. Et donc, comme vous le dites, très justement, il y a des profs qui le font depuis très longtemps. Oui, même la relaxation. Oui, des choses comme ça. Voilà. Mais la philo, on imagine qu'il faut l'enseigner qu'en fin de parcours scolaire. Alors, ça existe en atelier philo avec les enfants, mais c'est très peu connu. Et en fait, ce que j'avais envie, c'est tout simplement de le généraliser. C'est-à-dire d'en faire que cette méthode-là soit applicable pour tous les enseignants qui voudraient utiliser cet outil dans leur classe pour qu'il y ait effectivement un espace où on apprend aux enfants à s'écouter, à débattre, à dialoguer. Et en fait, c'est un peu un laboratoire de citoyenneté parce que vous avez vu, il y a une scène du film qui est intéressante dans lequel on dit qu'est-ce qui se passe quand vous n'êtes pas d'accord ou quand il y a un conflit. Ils disent je tape. Et c'est vraiment incroyable parce que la majorité disent moi quand mon petit frère m'emmerde je tape. Et du coup il y a tout un débat avec ceux qui disent mais ça sert à rien de taper. Enfin en France quand on n'est pas d'accord on casse. C'est un peu français peut-être. Frédéric Lenoir, vous restez faire ça commence chez certains adultes. Ça commence à l'éducation. Cette éducation et on tape. C'est d'éducation à la discussion plutôt que de taper ou de casser. Ça commence à l'école primaire. Dans un instant, question de Jacques Maillot. Frédéric Lenoir est avec vous, le philosophe, le cercle des petits philosophes. C'est de Cécile Dangean. C'est à voir. C'est après-demain, mercredi en salle. À tout de suite pour le Grand Oral. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.